WeThings, effectivement, comme le nom ne l'indique pas, nous sommes une entreprise française créée il y a 8 ans et on fait des objets connectés pour suivre sa santé. Et ce que je voudrais donc vous partager avec vous, c'est les usages individuels, mais aussi les usages par les prescripteurs de ces objets et comment potentiellement ils changent certains aspects de la gestion de sa santé ou de sa maladie. Et puis, je pense que ça offrira un cas pratique pour donner suite aux propos qui ont été tenus avant, j'espère pas trop alarmistes, des personnes qui en parlaient. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est WeThings? Donc, c'est une société qui, pour la première fois, a proposé en 2009, une balance connectée qui permet, à chaque fois, qui est connectée à Internet, qui permet à chaque fois qu'on se pèse, eh bien, d'enregistrer une donnée sur son poids et en fait de construire un historique. Et comme on a eu des premiers succès auprès du grand public, on a pu développer derrière toute une gamme, notamment un tensiomètre connecté qui est un dispositif médical, des bracelets connectés pour suivre son activité, son nombre de pas, son sommeil, et même son rythme cardiaque, son taux d'oxymétrie, un capteur qu'on met sous son lit pour suivre son sommeil, son rythme cardiaque tout au long de la nuit. On est arrivé même sur des designs assez classiques. Vous voyez la montre que je porte ici, compte mes pas, ma natation, mon sommeil, et même un thermomètre connecté en Wi-Fi. Alors, pourquoi à quoi ça sert? Donc déjà, on vient d'un mouvement qui est un peu plus large que seulement la santé, qui est l'idée que les technologies, c'est le mouvement du Quantified Self, l'idée que les technologies peuvent en fait faciliter l'automesure. L'idée n'est pas de noter frénétiquement soi-même tout ce qu'on fait, mais de laisser justement des objets le faire pour nous et donc de le faire sans aucun effort. Et c'est toute l'idée derrière nos objets connectés, c'est que ce suivi, cette historisation de nos données, eh bien, se fasse évidemment avec notre consentement, mais sans aucun effort supplémentaire de ma part. Ma balance est connectée en Wi-Fi, ma montre en Bluetooth, et tout arrive dans une application mobile qui va compter mon nombre de pas, qui va éventuellement détecter automatiquement ma course, ma natation, mon sommeil, et qui en fait, progressivement, via toutes ces données qu'on peut collecter sur soi, eh bien, permet de construire un tableau de bord de sa santé. Pour dire les choses de façon un peu provocatrice, vous imagineriez difficilement conduire une automobile sans connaître la vitesse, sans connaître le niveau d'essence. Eh bien, l'idée, c'est que vous puissiez construire de la même manière un tableau de bord de votre santé, et peut-être qu'un jour, vous trouverez ça bizarre de ne pas savoir où vous en êtes de votre santé, et donc nous on propose des objets pour ça. Alors ça c'est pour l'individu. Alors à quoi ça sert? L'idée c'est qu'en fait du Quantified Self en général, c'est que que les valeurs qui sont collectées, ce ne sont pas des valeurs neutres, c'est-à-dire quand on voit une courbe de poids, eh bien ça a une valeur sentimentale, c'est une forme de récompense d'un comportement s'il est bon, et donc l'idée c'est que répéter comme ça la mesure, répéter la récompense, eh bien ça permet de prendre des bonnes habitudes. Ça veut dire en fait ça permet d'automatiser des comportements qui au début présentaient un effort et qui deviennent totalement indolores pour par exemple marcher plus, faire plus attention à son poids. Donc c'est d'abord des outils d'aide à une prise de conscience en vue d'une meilleure hygiène de vie. Et c'est pour ça que la plupart de nos utilisateurs achètent nos produits. Est-ce que ça marche? Il faut bien comprendre qu'un objet connecté, c'est 3 choses. C'est un objet, par exemple ma montre, c'est une application mobile, donc une interface pour voir les données, pour remonter les infos, et c'est une plateforme qui permet d'historiser ces données, de mettre à jour l'objet. Et cette plateforme, ça nous permet d'améliorer le service et aussi de regarder un peu comment les objets sont utilisés. C'est comme ça, par exemple, qu'on s'est aperçu que plus les gens se pesaient, eh bien, en moyenne, plus ils perdaient du poids. Alors, bien sûr, c'est une corrélation, c'est pas une cause, mais c'est comme ça, par exemple, qu'on arrive à créer des modèles pour savoir ce qui fait qu'une personne va continuer de se peser et va, en fait, perdre du poids. Donc, ça nous permet d'améliorer notre coaching. De la même manière, porter un bracelet connecté, porter un podomètre, même s'il n'est pas connecté, incite en moyenne les utilisateurs à faire 2000 pas de plus par jour. Et sur une journée, ça ne change pas grand-chose. Sur la durée, ça fait baisser votre pression artérielle, ça fait baisser votre poids, et en fait, ça diminue votre risque cardiovasculaire. Donc c'est pour ça que nos utilisateurs utilisent nos produits. Maintenant, donc c'est important que les gens s'en servent le plus longtemps possible pour que ça ait de l'effet.
Et puis, on réfléchit aux différentes façons d'encourager ça. Et donc, vous pouvez, par exemple, partager. La donnée est numérique, donc vous pouvez facilement partager vos données de pas avec d'autres personnes. Et on s'est aperçu, de la même manière, en faisant des stats, que eh bien, plus vous partagiez vos données avec vos amis, eh bien, plus ça avait d'effet sur votre activité physique. Par exemple, tout seul, en moyenne, nos utilisateurs font 5500 pas par jour. Eh bien, dès lors qu'ils sont en compétition avec un ami, ils font 1000 pas de plus par jour. Donc, on arrive à quantifier l'effet, si vous voulez, de la pression sociale positive. Alors, c'est d'ailleurs ce qui justifie que dans certains pays, les entreprises, ça commence en France, aient une vocation de santé publique et essayent de déployer des programmes de santé en entreprise. Alors, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et comment ça marche? C'est en fait l'entreprise qui vous propose de faire plus attention à votre santé, qui vous invite à rejoindre un jeu connecté autour de l'activité physique. Donc, on vend, même à des entreprises françaises, on vend beaucoup de bracelets à des entreprises qui les offrent gratuitement ensuite à leurs employés. Ça permet de participer à une compétition et en fait derrière ça permet aussi de poser des questions aux gens pour essayer de dépister des risques et donc d'analyser. Alors évidemment vous avez entendu la CNIL avant, l'idée n'est pas de faire peur aux gens, personne ne veut donner ses données personnelles à son employeur ou à son assureur, donc c'est administré par des tiers de confiance, des gens à qui vous confiez effectivement ces données qui ne vont pas les partager mais qui permettent néanmoins de dériver des analyses agrégées pour voir si ça a de l'impact. Et alors le jeu, c'est des courses, c'est des compétitions, c'est de la messagerie, c'est de l'affichage, comme un marathon finalement auquel votre entreprise vous inscrirait ou vous permettrait de participer, sauf que là c'est numérique et donc ça dure plus longtemps. On affiche les résultats. On s'aperçoit que ça fait marcher les gens qui marchaient le moins. On l'a fait au MIT, on a un bureau à Boston. Et donc, c'est ceux qui étaient à 4000 pas par jour qui finissent par en faire 6000. Alors maintenant, marcher plus au quotidien, c'est bien, mais pour que c'est vraiment un impact sur votre santé, il faut le faire très longtemps. En réalité, c'est souvent un outil pour inviter les gens à aller plus loin. Et dans toute population adulte, vous avez 30% de personnes hypertendues, donc peut-être seulement la moitié sont contrôlées. Eh bien, il y a certaines entreprises qui vont un peu plus loin, qui offrent notre tensiomètre connecté à une plateforme qui vous envoie des rappels de prise de tension, que votre tension est trop élevée, et on s'aperçoit que ces rappels sont efficaces. Vous passez de la moitié, en gros, de personnes qui contrôlent leur hypertension à 90%. Eh bien ça a un impact, pour le coup, très immédiat sur le risque d'avoir un accident cardiovasculaire. Alors, une fois encore, cette donnée est évidemment privée. Le service qui administre ça ne partage pas la donnée avec votre employeur ou votre assureur, mais de la même manière que les deux peuvent financer une consultation médicale, eh bien, ils peuvent financer ce genre de plateforme. Donc, c'est bien cette confiance numérique, cette confiance qui existe déjà vis-à-vis du monde médical qu'il faut construire sur les plateformes numériques, et c'est ce à quoi nous travaillons. Alors, ça peut même donner lieu à des jeux collectifs. On l'a fait avec la SNCF, on a fait marcher 7000 personnes, et ça a donné une étude sur l'impact des transports sur l'activité physique. Prendre le métro fait faire 1000 pas de plus par jour en moyenne. Alors, je vous ai parlé de l'entreprise, d'un nouveau territoire de prévention, parce que aujourd'hui, les objets connectés, finalement, sont d'abord utilisés par des gens qui font de la prévention, pas par des gens qui font du curatif, et donc ça ne se déploie pas forcément tout de suite dans le monde médical. Mais néanmoins, les objets sont utilisés. Alors comment est-ce qu'on fait? Une fois que vous comptez votre pas, votre tension, votre poids sur une application, vous pouvez la partager facilement sur une autre application mobile. Ça peut être une application de fitness si vous voulez améliorer votre entraînement pour le marathon. Ça peut être une application pour la perte de poids, voire la gestion de son diabète. Et ça peut être un dossier médical. Et ça, on en a assez peu conscience en France, mais au salon de l'informatique hospitalier, on a commencé à le voir la semaine dernière. En réalité, beaucoup maintenant des prestataires de systèmes d'information hospitaliers et de dossiers médicaux commencent à intégrer les données issues des objets connectés via l'application Santé, par exemple, que vous avez peut-être remarqué sur votre iPhone, mais il y a l'équivalent sur Android. Eh bien, en fait, ça sert à abonder le dossier patient en données générées par le patient. Et ça, c'est quand même un changement de paradigme, parce que jusqu'ici, les données médicales, les données qui étaient dans votre dossier médical ne concernaient que les données que le médecin avait prises sur vous.
Et là, on participe d'un mouvement inverse, en fait, de données générées par le patient qui les envoie au monde médical. Alors, à quoi ça sert concrètement ? Voilà un exemple d'un système de santé américain où la personne a un de nos tensiomètres, partage la donnée sur le dossier médical et ça fait une boucle de rétroaction. Alors pourquoi est-ce que ça se fait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France ? Parce qu'aux États-Unis, les hôpitaux sont incités financièrement à diminuer les réadmissions hospitalières. Et donc un hôpital qui aurait par exemple traité des patients hypertendus, qui les laisserait partir et les gens reviendraient une semaine plus tard avec un problème, serait sanctionné financièrement. Donc ils ont une incitation financière forte, en plus de la volonté de guérir les gens, à créer des outils à distance pour les éviter de revenir. Et donc on voit ça se développer assez fortement chez Ochsner. En France, ça se fait très peu parce que les hôpitaux ne sont pas incités à éviter les réadmissions. Donc ils sont éventuellement incités à diminuer les frais de séjour. Et à ce moment-là, ça peut avoir un intérêt aussi. Mais ça commence à arriver, on le voit en chirurgie bariatrique notamment. C'est beaucoup de la recherche du coup. Alors on fait, je vous rassure aussi, des choses avec des hôpitaux français. Juste un exemple, par exemple, le CHU d'Angers, le service de neurochirurgie, un jour est venu nous voir pour nous demander de les aider à quantifier l'activité de patients qui avaient eu une ablation de tumeurs cancéreuses dans la moelle épinière. Et pourquoi ? Parce que, en fait, il y a une visite obligatoire 6 semaines après l'intervention, mais ils ne savaient pas du tout si les gens étaient en bonne santé ou pas, s'ils se rétablissaient vite. Et ils considéraient que l'activité physique pouvait être un indicateur intéressant de bien-être, de savoir si le malade avait bien récupéré. Eh bien, en fait, avec un objet connecté, vous avez cette information sans faire revenir la personne. Et donc, en fait, vous améliorez la vie du patient, vous consultez plus vite éventuellement. Des exemples comme ça, on en a un paquet dans l'obésité, l'hypertension et le suivi post-opératoire. Alors, dernier point, que peut-on faire également alors là, je vous ai parlé en gros de la santé au travail, je vous ai parlé de l'appropriation très progressive des professionnels de santé. Et dernier point, que fait-on de toutes ces données qu'on peut regarder sur notre plateforme ? Eh bien, alors d'abord, on a voulu communiquer de façon transparente là-dessus, parce que les gens se posent beaucoup de questions. Donc on a fait une plateforme d'open data où on restitue les agrégats de données. Et puis, on développe aussi, en partenariat avec la recherche, des études et des sondages. C'est-à-dire qu'on va enrichir les données de poids, d'activité, avec des réponses à des questions que nous font les usagers. Donc, sur la plateforme d'Open Data, vous pouvez aller voir sur notre site, on a agrégé, par exemple, toutes les données issues de nos balances connectées ou de nos trackers d'activité sur une carte de France où vous pouvez voir en temps réel le taux de sédentarité des utilisateurs WeThings ou le taux de surpoids. Et donc, ça permet de crever un peu l'abcès de l'angoisse de que deviennent ces données pour me dire, bah non, justement, elles ont un intérêt et elles ont d'autant plus d'intérêt que tout le monde peut les voir. Évidemment, personne ne peut cibler un individu en particulier. La CNIL fait beaucoup de pédagogie sur les zones minimales de non-réidentification, donc on fait très attention à ça. Mais voilà, c'est un élément important de pédagogie. On peut également, et c'est comme ça qu'on travaille avec beaucoup de chercheurs, sonder nos utilisateurs qui sont très volontaires en fait pour participer à des études, par exemple sur l'impact on en fait plein des études sur l'impact des régimes, sur l'impact de l'arrêt de tabac, sur le poids, l'activité. Et puis on restitue immédiatement aux utilisateurs la donnée, un peu comme vous faites un sondage sur un journal, là vous avez la même chose mais sur des données plus liées à la santé. Et donc, ça nous permet de publier des choses sur le lien, par exemple, entre toutes ces données, le poids, la tension artérielle, le poids, l'activité physique. Donc, c'est générateur, en fait, d'un nouveau type de savoir à partir de nouvelles données. C'est-à-dire, aujourd'hui, le monde médical fait énormément d'études sur les données issues, collectées par les médecins dans les hôpitaux ou en ville. Eh bien, là, on propose de nouvelles sources et comme nous sommes en quête de légitimité, on le fait avec pas mal d'acteurs institutionnels. Et puis, pour conclure, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir un peu où on se situe par rapport à l'organisation des soins aujourd'hui. Les médecins n'ont pas spécialement envie de compter votre nombre de pas.
Et donc, toute cette suivi à distance, en fait, se fait par de nouveaux opérateurs, peut-être des gens qui coordonnent le soin à distance et qui sont en fait dans du préventif qui ne vient pas en concurrence du curatif. Quand vous êtes malade en France, il faut savoir qu'on a une très bonne espérance de vie, mais on a une espérance de vie en bonne santé plutôt moyenne. On vit plus longtemps, plus malade. À partir de 60 ans, vous avez de fortes chances d'être malade et de vivre longtemps avec cette maladie. Eh bien, c'est en partie lié au fait qu'on fait très peu de prévention en France. Et donc, nous, on essaye de développer des nouveaux outils qui ne remplaceront jamais le besoin de guérir, mais qui pourront peut-être retarder le moment venu de la déclaration de la maladie. Et la partie prédictive, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée que peut-être plus on accumule de données, plus on a la possibilité de qualifier ces données et de les croiser, par exemple, avec des informations sur les symptômes, sur la maladie, et bien plus, à l'échelle d'un individu, on aura de capacité de prédire la survenue d'une maladie, et donc créer en fait des services qui apportent énormément de valeur pour l'usager. Donc évidemment, il y a encore un peu de travail pour y arriver, mais c'est un peu ce qui nous inspire. Et la conclusion de ma conclusion, pour ainsi dire, c'est que en réalité, le fait que ces objets soient accessibles au grand public, eh bien, c'est pas du tout quelque chose dont on a honte. On considère au contraire que c'est notre grande force parce que, d'une part, on touche beaucoup plus de personnes et, en parallèle, on remet l'information chez l'utilisateur et donc on le replace au centre et tous les services de santé deviennent un petit peu, viennent en appui de cette médecine patient-centrée qui, évidemment, suppose un peu un changement d'organisation pour des médecins qui voient forcément les choses de leur propre point de vue. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais merci de votre écoute et surtout, s'il y a des chercheurs parmi vous, voici mes coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter. On a développé toute une division qui gère ces relations-là. Voilà, je vous remercie.